restaurant La Chapelle à Grenoble et Accueil SDF ont organisé lundi un repas festif à destination de 80 personnes en situation de grande précarité. Entrée, plat, dessert, mais surtout bienveillance, sourire et convivialité. L'Alpe d'Huez accueillait il y a quelques jours la 3e étape de la Coupe du Monde de ski de boss. Une piste de 350 mètres de long et 40 mètres de large pour une épreuve de boss simple et une autre de boss parallèle. Et puis l'hôpital Michalon voit grand avec un chantier de modernisation à 300 millions d'euros, le plus gros projet de rénovation hospitalière de la région. Anne Kittler, secrétaire générale du CHU Grenoble-Alpes, est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 19 décembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un repas au restaurant et en famille. La grande famille réunie chaque année depuis 25 ans par le restaurateur grenoblois Pierre Pavie et l'association ASDF, des mets de fête pour un service à l'assiette, histoire d'oublier quelques heures le quotidien de la rue. Lina Badreddine. Velouté de potimarron, canard confit, jus de foie gras, fromage et bûches. Un menu plus ou moins classique que l'on apprécie de déguster pendant les périodes de fête. Mais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir. Alors, le restaurant La Chapelle, aux côtés d'associations comme l'Accueil SDF, ont décidé pour la 25e année de convier 80 personnes défavorisées pour profiter d'un vrai repas de Noël. Un moment particulier parce que il y en a plein qui le font tout seuls, le réveillon de Noël. Donc là, c'est bien que tout le monde se retrouve ensemble. C'est un moment festif, convivial. On a beaucoup de bénévoles qui viennent et ces bénévoles, ils servent à ça. Ils vont aider à servir et à desservir, mais ils vont donner un petit mot, ils vont aider, ils vont parlementer, ils vont accepter la différence. Ce sont des cabossés de la vie qui sont là et on doit leur faire oublier un peu la difficulté et la précarité dans laquelle ils sont. La France, c'est une tradition, une terre d'accueil, et dans toutes nos différences, et puis on s'enrichit aussi des différences des autres. Alors que le nombre de personnes accueillies au Resto du Cœur a augmenté de 18% en un an et que l'insécurité alimentaire concerne 36% des Français, le restaurateur Pierre Pavie et son équipe ne lésinent pas sur la qualité pour offrir à ces personnes en situation de précarité un moment un peu hors du temps. S'il y en a certains qui ont très faim, on redemande au chef si on peut avoir un peu un plus sur les aliments. On peut, il y a de quoi faire. C'est un moment qui vaut de l'or parce qu'ils sont au restaurant comme vous et moi. Ils ont devant un beau repas, il y aura des cadeaux. Donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup. C'est un repas de Noël que nous offrons et que nous vendons à nos clients qui viennent d'habitude. Donc aujourd'hui c'est cadeau, mais il faut que les gens se sentent dans un endroit où ils sont et protégés, et reçus et respectés. Voilà. Et cerise sur la bûche de Noël, chacun des hôtes s'est vu offrir en fin de repas un cadeau soigneusement confectionné par un donateur anonyme. Là où Dieu a son église, le diable a sa chapelle. Ce n'est pas forcément très connu, mais le diocèse de Grenoble-Vienne dispose d'un exorciste officiel dont le nom reste confidentiel, mais avec lequel on peut prendre rendez-vous en cas de souffrance spirituelle pour des consultations toujours gratuites. Chaque année, une centaine de personnes feraient appel à des services en Isère. Et il se trouve que le diocèse a reçu ces derniers jours plusieurs signalements concernant un faux exorciste qui agit sur ses terres. L'homme aurait déposé des cartes de visite dans des librairies ésotériques et prétend pouvoir agir, y compris à distance, en échange d'argent. Prudence donc. Une dizaine de personnes interpellées ces derniers jours par la police nationale de l'Isère, confondues par les images de la vidéoprotection et des prélèvements effectués sur place. Elles sont suspectées d'avoir participé au pillage dans le centre-ville de Grenoble le 30 juin dernier. Attaque qui avait fait suite à la mort de Naël, tué par un policier 3 jours plus tôt. Les pillards comparaîtront prochainement devant un juge. Vous êtes arrivé en gare de Pont-de-Claix en 2024. Ce message indiquera la première étape du RER métropolitain, la nouvelle halte ferroviaire qui sera déplacée vers le pôle multimodal de l'Étoile, à un peu plus d'1 kilomètre du lieu où elle se trouve actuellement. Un projet de 5 697 000 €, pour moitié grâce à un accord de financement qui, après le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vient d'être trouvé entre la métropole, le département, le Grésivaudan et le Pays Voironnais. Les 50% restants étant mis par l'État. La création des RER métropolitains a été définitivement entérinée lundi par le Parlement.
Pas de podium pour les Bleus à la Coupe du Monde de ski de boss ce week-end à l'Alpe d'Huez, mais la satisfaction du travail bien fait par les équipes de préparation de la piste qui font du spot l'un des favoris des tout meilleurs mondiaux. Voyez le reportage de l'Alpe d'Huez TV. Run aux allures impressionnantes, saut vertigineux, la Coupe du Monde de ski de boss a offert un spectacle sensationnel. Malgré des conditions météorologiques compliquées en début de semaine, les bénévoles, l'ESF et la SATA ont réussi à créer une piste hors norme. Une journée sous la pluie pour mettre en place, une journée sous la neige, une journée sous la neige pour la compétition, et là le grand soleil pour les finales aujourd'hui, donc ça c'est top. C'est juste la magie de l'Alpe d'Huez. Pendant 3 jours, les skieurs ont dévalé la piste de l'Alpe d'Huez pour le plus grand bonheur du champion olympique Michael Kingsbury. Le Québécois aux 11 globes de cristal et déjà 8 fois champion du monde s'est une nouvelle fois imposé lors des finales singles. J'ai eu quand même du succès ici. C'est ma deuxième victoire. À l'Alpe d'Huez, quand il fait soleil, il n'y a pas grand endroit au monde qui peut battre cet endroit-là. Le lendemain, lors des finales en duel, le Canadien monte une nouvelle fois sur les marches du podium, mais cette fois-ci à la 3e place. Belle performance du côté de notre skieur local Matteo Jansson. À seulement 19 ans, le franco-britannique s'est qualifié et a terminé à la 9e place. Je suis content parce que je suis rentré dans le top 10, donc c'est bien ça. Après, j'ai fait quelques petites erreurs dans mon run de finale, ça me coûte la super finale. Donc voilà, j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même super content du résultat. C'était assez compliqué, les conditions, c'était une piste exigeante, donc j'ai fait de mon mieux, donc je suis content. Chez les filles, victoire pour l'Australienne Jacara Anthony. À l'âge de 25 ans, elle détient déjà le titre de championne olympique ainsi qu'un globe de cristal et elle continue de briller. Je suis super excitée de revenir à fond dans cette compétition. L'an passé, j'étais là, mais je n'avais pas pris la première place, donc je suis ravie de me racheter cette année. Canada, Japon, États-Unis ou encore Australie, l'Alpe d'Huez a su accueillir des skieurs du monde entier sur l'une des plus belles pistes de la Coupe du Monde de boss. Malgré tout, un sentiment de déception se fait ressentir chez les Isérois qui ne recevront pas les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Prochaine étape de la Coupe du Monde de boss vendredi et samedi à Bakouriani en Géorgie. L'hôpital Michalon s'apprête à changer de dimension. Une rénovation d'envergure qui va durer jusqu'en 2035 pour un budget de 300 millions d'euros. Anne Kittler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du CHU Grenoble-Alpes. Avant de revenir sur ce vaste chantier, peut-être un petit point sur les recrutements et les ouvertures de lits de ces derniers mois. On se souvient qu'après le Covid, ça avait été très compliqué. Tout à fait. Effectivement, alors depuis cette année et depuis l'été, on a pu rouvrir des lits. On a plus de lits ouverts que l'année dernière et le CHU a pu recruter plus de 220 infirmiers et une centaine d'aides-soignants. S'ajoute à cela la baisse de l'absentéisme qui revient quasiment à un niveau pré-Covid et qui fait qu'aujourd'hui, on a 400 professionnels de plus pour prendre en charge les patients et nous permettre de rouvrir progressivement nos capacités. Donc l'ambiance est plus sereine pour ce nouveau projet. Pourquoi il devenait urgent de moderniser l'hôpital ? Alors l'hôpital Michalon, qui concentre la majorité de l'activité du CHU de Grenoble, date des années 70. À l'époque, c'était vraiment un ouvrage visionnaire. On a mis dans un seul et unique bloc des équipes qui ont pu travailler ensemble. Mais 50 ans après, c'est un hôpital qui est dépassé à la fois pour les patients, les conditions de confort, de prise en charge, et puis par rapport aux évolutions de la médecine, de la manière de soigner aujourd'hui les personnes. Alors, quels sont les principaux changements qui vont être mis en place ? On va voir une petite maquette. Dites-nous ce qui va évoluer un petit peu. Il y a des étages qui vont s'ajouter. C'est un Lego un peu. Tout à fait. Alors, le principe général du projet, c'est une reconstruction-rénovation. La totalité de l'hôpital va être complètement repensée. Donc d'abord, on va construire une extension d'environ 40 000 mètres carrés dans lequel on va installer des activités d'hospitalisation conventionnelle dans les étages hauts. Et puis le socle de ce nouveau bâtiment va être dans le prolongement du socle de l'actuel Michalon et concentrer toutes les activités ambulatoires, c'est-à-dire les consultations et les hôpitaux de jour. Et ensuite, progressivement, on va rénover les ailes Chartreuse et Beldonne de Michalon et y réinstaller le reste de l'hospitalisation conventionnelle. Ce que ça doit permettre notamment vous parler de l'ambulatoire, depuis quelques années, c'est ce qui est devenu, on essaye que ça soit pas le quotidien, mais de développer en tout cas ce principe, c'est on est opéré, on sort le jour même.
Tout à fait. Alors ça existe pour la chirurgie, on peut être opéré et sortir le jour même. Ça existe. L'ambulatoire, c'est aussi toutes les consultations. Le CHU, c'est aussi une grande activité de consultation, à la fois des équipes médicales, mais aussi des autres professionnels de santé. Et puis en médecine, on peut venir pour un bilan diagnostic, pour des actes thérapeutiques, concentrés sur une journée, en voyant aussi différents professionnels. Et là, l'intérêt de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, l'ambulatoire est éparpillé, on va dire, dans l'ensemble de l'hôpital. C'était conçu comme ça initialement. Là, tout va être dans les étages bas. Ce sera plus facile d'accès pour les patients et ils vont trouver les différents professionnels, les différentes expertises, l'imagerie dont ils ont besoin pour leur prise en charge. Est-ce que les travaux ont déjà commencé ? Tout à fait, les travaux ont commencé puisqu'il y a des étapes préalables à ce grand chantier. Il faut libérer de l'espace, d'abord avec un projet spécifique à la radiothérapie, c'est ça qui a commencé, puis le parking qu'on va relocaliser un tout petit peu à côté et enfin le SAMUS Mur qui va aussi permettre de libérer l'empreinte du futur bâtiment. Alors, je l'ai dit, c'est un budget important, 300 millions d'euros. Comment il est pris en charge ? Alors 300 millions d'euros hors taxes travaux. Il est pris en charge par l'État qui soutient très fortement ce projet. Un peu d'hôpitaux ont ce rendez-vous historique en ce moment. Donc on est soutenu à 200 millions d'euros par l'État et l'Agence régionale de santé, 15 millions d'euros par le département. Et le reste du financement, ce sera sur fonds propres par le CHU. Est-ce que ça va avoir des conséquences, ces travaux, sur la prise en charge des patients et sur le travail des professionnels ? Alors, pendant les travaux, tout a été pensé pour essayer de minimiser les nuisances, à la fois dans les opérations de tiroir du socle, qui seront très certainement les plus compliquées, mais surtout pour l'hospitalisation conventionnelle, puisque ça a été pensé de telle sorte à pouvoir libérer des ailes complètes. Toute l'aile de Chartreuse, puis les ailes de Beldon. Ce qui fait que nous n'aurons pas de nuisances en haut et en bas, puisque les travaux seront sur tout un pan vertical et permettront ainsi d'éviter de gêner les professionnels et les patients et de limiter les délais aussi. Donc pour l'instant, quand on a des rendez-vous, ça va peut-être changer un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas de... On ne vous dira pas, non, il faut aller ailleurs, on n'est pas prêt. Non, il n'y aura aucune diminution d'activité. Alors, c'est un projet que vous avez voulu mener en concertation avec les équipes. Tout à fait. C'est d'abord le travail, c'est d'abord le projet des équipes du CHU. C'est bien parce qu'on est un CHU avec des équipes médicales très fortes dans tous les domaines. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont au niveau national, international, dans toutes les disciplines, qui ont réfléchi à l'hôpital de demain, justement, l'hôpital plus axé sur l'ambulatoire, avec de meilleures conditions de travail aussi pour les professionnels. On a organisé 4 grands séminaires, 50 ateliers qui ont permis de dessiner peu à peu, brique par brique, cet hôpital. Alors, dans les changements aussi, une réflexion sur la transition écologique. Il y a plusieurs leviers. J'ai vu que vous aviez déjà commencé à baisser la consommation énergétique. Le nettoyage des sols se faisait différemment aussi. L'éco-prescription des médicaments. Racontez-nous tout ça. Tout à fait. Alors, le CHU de Grenoble, dans son territoire, se sent très concerné évidemment par ce défi climatique qui devient de plus en plus urgent. C'est vrai qu'avec un projet immobilier de cette ampleur, encore une fois, c'est tous les 50 ans, tous les 60 ans, peu de territoires ont cette chance. Nous, on est vraiment un rendez-vous historique. Dans les années 2020, on peut penser un hôpital différent avec une nouvelle empreinte environnementale. Donc, on a beaucoup d'actions qui sont indépendantes de ce projet. Comme vous l'avez dit, le nettoyage des sols se fait 100% à l'eau. On a instauré beaucoup plus de plats végétaux. On travaille sur l'éco-prescription, on travaille sur le recyclage. C'est-à-dire que le médicament ne sert vraiment que pour la prescription qui est prévue et on n'ouvre pas une boîte de 15 cachets si on a besoin de 2 cachets. Exactement, c'est limiter le gaspillage, travailler aussi au choix du médicament avec des bénéfices thérapeutiques égaux. Les pharmaciens regardent s'il y a des médicaments qui ont une empreinte environnementale qui est préférable à un autre. Voilà, dans le bloc opératoire aussi. Est-ce qu'il y a ce que je ne vous ai pas demandé, puisqu'on parle d'environnement, est-ce que vous allez essayer de mettre en place plus d'espaces verts autour de ce nouveau projet peut-être ? Tout à fait, parce que comme le rappellent souvent les médecins du CHU, les espaces verts autour de l'hôpital, c'est très important pour l'environnement, mais aussi pour le bénéfice des patients et aussi des professionnels. Donc tous les espaces verts autour de l'hôpital sont pensés pour garder à la fois le parc existant et le rendre encore plus accessible. Voilà, parce que je crois que j'ai vu un arbre, c'était 5 jours d'hospitalisation de gagné. J'ai lu ça quelque part. De la proximité de la nature. Voilà. Merci beaucoup, Anne Kittler. Et puis on suivra évidemment ces travaux. Merci. Merci à vous.
Et dans l'agenda, une soirée après l'avalanche à la Maison de la Montagne de Grenoble avec l'ANENA et le secours en montagne. Les chutes de neige et redoux successifs ont déjà donné lieu à quelques coulées cette année. Avant la discussion, vous pourrez voir le documentaire To the Hills and Back qui entremêle témoignages d'avalanchés et de leurs proches autour de la gestion du risque en montagne. Un film bouleversant qui rappelle que la nature garde toujours le dessus, même quand le danger ne se fait pas sentir. Chaque jour, une petite vie, c'est un spectacle destiné aux tout petits, présenté mercredi matin à l'Amphi à Pont-de-Claix. La compagnie Méli-Mélodie vous invite à un voyage tout en douceur dans le monde de l'enfance, entre petits plaisirs simples et grands rituels du quotidien. À travers une panoplie de chansons, les deux musiciennes s'attachent à raconter des histoires courtes et à ouvrir les imaginaires des enfants. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.